Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors aujourd'hui on va parler chiffres, pas les chiffres et les lettres, mais plutôt dans une perspective de Sony. En particulier, on a eu les chiffres sur l'année 2021 et c'est assez intéressant. Il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé, mais je vais revenir dessus parce que j'ai une opinion un tout petit peu différente, en particulier sur le dématérialisé versus le physique. Vous verrez pourquoi. On va également parler de Microsoft, rachat Microsoft, Activision Blizzard. Comme vous savez, tous les feux sont presque au vert, oui, sauf un qui peut être au rouge. Vous allez comprendre également pourquoi dans cette vidéo. Je vais revenir aussi sur tous ces rachats. Il y a beaucoup de rachats en ce moment. Je vais dire ce que j'en pense. Et je finirai par le State of Play de Sony. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore passé. Mais je ferai un petit rajout en fin de vidéo demain. A tout de suite. Alors on va tout de suite commencer par le rachat historique de Microsoft, Blizzard Activision. Comme vous savez, 68 milliards de dollars, 68 milliards, c'est énorme. Alors déjà, pour précision, c'était 62 milliards de capitalisation, donc ça paraît normal qu'ils aient mis cette somme. 10 000 personnes dans cette entreprise, c'est une grande entreprise, donc elle coûtait très cher, c'est normal. Et donc tout devrait bien se dérouler, et oui, normalement, tout devrait se dérouler comme sur un tapis, ou presque. Je pense que Microsoft, ils ont quand même regardé que l'acquisition se fasse sans aucun problème. Je vous rappelle, sinon ce sera 3 milliards de pénalités pour Activision Blizzard si ça a échoué. Donc bien entendu, je pense que Microsoft, tous les avocats et les stratèges financiers qui sont au sein de Microsoft, et bien entendu la tête de Microsoft, ont passé tout en revue pour être sûr que ça se passe nickel. Oui, mais il y a peut-être un petit rouage qui peut se gripper, et oui, il y a un risque non négligeable. Alors tout d'abord, avant de parler de ce petit rouage, on va parler des points positifs pour Microsoft, pour ce rachat, pourquoi ça peut réussir, et pourquoi il y a des grandes chances que ça réussisse d'ailleurs. Eh bien tout simplement parce que Joe Biden a repris la même politique que Trump vis-à-vis de la Chine. Rappelez-vous, l'embargo en particulier sur la Chine pour par exemple les machines ASML. ASML, vous savez, la photolithogravure, eh bien il y a un embargo total des États-Unis, interdiction de vendre une seule de ces machines en Chine. Donc Joe Biden a continué la politique de Trump vers la Chine, qui est quand même un adversaire, et même plus qu'un adversaire. Donc ça compte. Pourquoi ça compte? Parce que Microsoft, deuxième point, n'est pas en statut de monopole. Bien entendu, il est en dessous même d'Apple en 2020. Alors 2021, ça va peut-être s'équilibrer. Mais en termes de chiffre d'affaires sur le jeu, il est en dessous d'Apple, bien en dessous de Sony. Et oui, Sony est au-dessus. Et surtout, très en dessous de Tencent. Tencent, entreprise chinoise qui possède par exemple Riot Games, qui possède 40% aussi d'actions, 40% du capital d'Epic Games. Epic Games, Unreal Engine 5 par exemple. Donc de ce côté-là, difficile de prendre au piège Microsoft en leur disant « vous allez obtenir un statut de monopole ». De plus, comme je vous l'ai dit, première entreprise au monde du jeu en termes de chiffre d'affaires, Tencent. Bien entendu, les États-Unis ne doivent pas apprécier même Joe Biden. Oui, mais Joe Biden, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a nommé à la tête du FTC, la Commission fédérale du commerce, celle qui va regarder justement ce deal, celle qui peut s'opposer à ce rachat pour une raison antitrust. Eh bien, il a nommé à sa tête Lina Kane. Et c'est qui Lina Kane? Eh bien, c'est une Britannique universitaire qui a fait beaucoup d'études, en particulier sur les GAFA, sur le GAFAM, qui a lutté contre Amazon. Et dans GAFAM, il y a qui? Il y a Microsoft. Or, elle dit que les GAFAM ont un trop grand monopole, un trop grand pouvoir, et que ceux qui ont beaucoup de pouvoir, bien entendu, en auront encore plus demain parce qu'ils ont l'argent nécessaire pour. C'est un peu comme les plus riches, eh bien plus vous avez de l'argent, plus vous en gagnez, et moins vous en avez, moins vous en gagnez. Eh bien c'est un peu ça également pour tout ce qui est, bien entendu, commercial et toutes ces grandes entreprises, dont les GAFAM. Et donc, elle lutte férocement contre ça. Elle voudrait un démantèlement partiel ou au moins une régulation beaucoup plus forte des GAFAM pour justement qu'ils ne grossissent pas trop. Or, un rachat de 68 milliards de dollars, eh bien j'appelle ça quand même un grand rachat. Donc effectivement, celle qui est à la tête du FTC qui va décider ou non de l'avalisation de cette transaction, de ce rachat, eh bien elle est plutôt contre au départ. Donc d'après moi, elle va éplucher toutes les lignes en finesse pour voir s'il n'y a pas un vice de forme ou quoi que ce soit à mettre en opposition. Mais c'est là que Joe Biden aura le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, et oui, parce que d'un côté, bien entendu, il serait plutôt pour également un peu brider les GAFAM, mais de l'autre côté, c'est la Chine. Et oui, c'est la Chine qui sont premiers au monde dans le jeu vidéo, et ça, quelque part, ça peut lui déplaire aussi. Quelle décision sera prise, on verra. Bien entendu, si tout est respecté, si tout est parfaitement à la lettre, je pense que Lina Kane n'aura pas le choix que d'accepter et d'avaliser cette transaction, ce rachat.
Dernier point important quand même en faveur de Microsoft, Activision Blizzard sont d'accord pour bien entendu être intégrés dans Microsoft. C'est très important, ce n'est pas une OPA, ce qui veut dire que grosso modo il y a une entente entre les deux entreprises et donc bien entendu ça va même potentiellement aider cette entreprise. Microsoft pourra également se targuer de changer de direction pour effacer un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu dans cette entreprise, je vous rappelle, de harcèlement en particulier. Bref, faire le ménage, et ça peut quand même plaire également à Joe Biden. Alors, PlayStation, 25 milliards de dollars en 2021 de chiffre d'affaires. Contre Xbox, 16 milliards de dollars. Écoutez, c'est pas le même rapport, effectivement. Sony est au-dessus. De toute façon, PlayStation est au-dessus de Xbox en termes de chiffre d'affaires, puisque je viens de vous l'expliquer. 25 milliards, c'est pas si mal que ça, c'est une croissance constante. Par contre, effectivement, les bénéfices sont en recul de 21%. On est à peu près à 2,6 milliards de dollars contre environ 3,4-3,5 milliards de dollars en 2020. Quelles sont les raisons? Il y en a plusieurs, bien entendu. Probablement les lignes de production qui doivent être augmentées sur la PS5, c'est-à-dire on construit des lignes de production, donc ça, bien entendu, il faut les payer. Également, bien entendu, la PS5, comme je vous l'ai expliqué, ainsi que la Xbox Series X, eh bien, ce sont des consoles qui sont vendues à perte. Xbox, d'ailleurs, l'avait dit à l'époque, et la PS5, elle est vendue à perte également. Enfin, elle l'était, on en parlera juste après. Et donc, pendant tout 2021 et la fin de 2020, la PS5 était vendue à perte. Contrairement à la PS4 et PS4 Pro, et oui, les anciennes consoles, comme la Nintendo par exemple aussi, des consoles un peu plus matures, eh bien le process, l'APU qui la compose, qui est l'élément le plus cher, mais également tous les autres éléments, le disque dur par exemple, tous les éléments, la mémoire, etc., tous ces composants baissent. Le coût de ces composants baisse énormément au fil des années. Et pourquoi ça baisse? Eh bien parce que le coût du process, le coût de la plaquette de silicium, où sont fabriqués les différents composants, mémoire, APU, etc., eh bien baisse au fil des années. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, le 5 nanomètres TSMC où est fabriqué le M1, Apple M1, en 2020, la plaquette coûtait 17 000 $. Et oui, 17 000 $, la plaquette de silicium. Aujourd'hui, elle est probablement entre 13 et 14 000 $, malgré l'augmentation par TSMC et Samsung d'ailleurs du coût du process, et probablement qu'en 2023, elle va baisser à entre 10 et 12 000 $. En plus, avec une augmentation de rendement, c'est-à-dire du nombre de puces bonnes par plaquette, parce qu'au fil du temps, plus le process devient mature, plus on améliore le rendement, on gagne en rendement, et donc on a plus de puces bonnes par plaquette, et bien tout ça fait que probablement, en 2023-2024, le coût d'une puce M1 sera divisé par 2 par rapport à 2020. Donc on voit l'intérêt d'une PS4, une PS4 Pro qui date quand même, je vous rappelle, pour la PS4 de 2013 et pour la PS4 Pro de 2016. Probablement que c'est des machines qui sont maintenant rentables. Chaque fois que Sony vend une PS4, il gagne des sous. Chaque fois que Sony vend une PS5, il perd des sous. Donc bien entendu, la différence peut se faire sentir en 2021. Alors maintenant, bien entendu, Sony a corrigé sa PS5. Rappelez-vous, le radiateur réduit, plus petit, mais non moins tout aussi efficace, je vous rappelle quand même. Et donc ce radiateur réduit coûte beaucoup moins cher. J'avais fait une émission là-dessus pour calculer un petit peu le gain qu'il pouvait faire. Ce qui fait qu'au moins sur la version non digitale, la version physique, à 499 €, ils sont enfin peut-être rentables, ou en tout cas à prix coûtant. La version digitale à 399 €, ils sont sans doute encore un peu perdants, mais ils gagnent beaucoup de l'autre côté, comme on va le voir avec ce camembert. Donc tous ces résultats et ces graphes viennent de Daniel Amat. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe? Déjà que 24%, le chiffre d'affaires, c'est 24% pour les consoles. Ça ne veut pas dire que c'est un bénéfice, je vous rappelle. Elles peuvent être à perte, mais ils vendent quand même des consoles, donc ils gagnent 24% en chiffre d'affaires sur la totalité du chiffre d'affaires de 25 milliards. Après, ça peut être des pertes par rapport à ce qu'ils ont payé, ça c'est autre chose. Ils ont 32% pour tout ce qui est, et c'est très important pour la suite, tout ce qui est DLC, tout ce qui est contenu ajouté, tout ce qui est goodies, etc., tout ce qu'on va payer à côté, plus les DLC. 32%, c'est juste énorme. 15% pour le network, et oui, c'est pas négligeable, et en particulier le PS Plus, ils annoncent entre 48 et 49 millions d'abonnés, ce qui est quand même énorme. Ils annoncent aussi 19%, et ça c'est important, 19% pour les ventes de jeux dématérialisés, PlayStation Store, et par contre 4% pour le physique seulement. Et c'est là que, bien entendu, certains ont dit, vous voyez, il y a une énorme différence entre le dématérialisé et le physique. Alors vous savez, ça fait longtemps que moi, je vous parle du dématérialisé, que je vous dis qu'effectivement, dans 10 ans, probablement, peut-être les futures consoles en 2028, d'ailleurs 2027-2028, seront entièrement dématérialisées, digitales, sans lecteur. Mais ça prendra un certain temps pour qu'on ait un tel chiffre. C'est-à-dire que ce chiffre-là, pour moi, est exagéré, et je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, il ne faut pas comparer les 4% avec les 19%. Le chiffre d'affaires ne correspond pas au nombre de jeux vendus. Et non, pourquoi? Parce que Sony prend 30%
sur le PlayStation Store 30%, comme l'Apple Store entre guillemets, 30% sur un jeu. Un jeu qui peut être vendu à 80 €, quel que soit le chiffre, de toute façon la différence sera la même, donc on va prendre 80 €, eh bien ils vont prendre 30%, c'est-à-dire 24 € sur les 80 € payés pour le jeu. Côté physique, dans les magasins, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà le jeu est moins cher, on peut le trouver à 70 €, voire 65 €, et surtout ils ne prennent que 10%, donc de 6,5 € à 7 €. 7 € à 24 €, c'est 3,5 fois la différence. C'est juste énorme, imaginez 3,5 fois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut normaliser le chiffre de 4%, c'est-à-dire grosso modo, pour obtenir le nombre, un comparatif du nombre d'unités vendues dans chaque branche, c'est-à-dire dématérialisé physique, eh bien on a 19% d'un côté, et bien de l'autre côté, il faut prendre les 4% et les multiplier par 3,5. Et là, ça fait toute la différence, parce que ça fait à peu près 14%, 14% comparé à 19%. Ce n'est pas tout à fait la même chose, d'autant plus que c'est 3,5, mais ça peut être 4, on monterait à 16%. Donc il y a plus de dématérialisés qui sont vendus effectivement par le PlayStation Store en l'occurrence, mais le physique est encore bien présent pour le moment. 14% comparé aux 19%, on est à peu près à 75% de physique par rapport au dématérialisé. Et donc le plus intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est que quand même, effectivement, si on prend toute la partie dématérialisée, c'est-à-dire effectivement les DLC, les add-ons, effectivement le PS Plus, le PS Now, et en plus bien entendu tous les jeux vendus en dématérialisé, on est à 66% du chiffre d'affaires total, contre 33% pour tout ce qui est physique, accessoires, consoles et jeux physiques. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, côté Sony, bien entendu. C'est bien pour ça qu'ils veulent augmenter tout ce qui est jeux-service. Et oui, et ils l'ont dit, puisqu'ils l'ont carrément annoncé, Bungie, et non pas Bungie, Bungie, eh bien, effectivement, fera au moins 10 jeux-services dans les années à venir, jusqu'en 2026, pour permettre justement de pallier à la faiblesse de Sony. Quelle est la faiblesse de Sony? Eh bien, il manque cruellement de multijoueurs, de FPS et de jeux-services. Effectivement, ils ont des jeux très forts, question narratif, aventure, action, ça ils ont, mais malheureusement ces jeux-là, qui sont superbes, j'adore, mais un Last of Us ou un Last of Us 2, eh bien vous y jouez une fois, vous connaissez l'histoire, il est rare que vous recommenciez l'aventure. C'est possible pour certains, mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'un multijoueur, avec bien entendu plein d'interactions avec les autres multijoueurs, avec plein de DLC, avec plein de nouvelles cartes, de goodies et autres, un Fortnite, un Call of Duty, ou tout type de jeu, même pourquoi pas un MOBA, même s'ils ne vont pas faire de MOBA, comme League of Legends. Alors oui, on peut parler aussi de Deviation Games, qui vont préparer un jeu, en l'occurrence, pour Sony, pour PlayStation, un jeu type... Alors là, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, on pourrait croire que c'est un FPS à la Call of Duty, mais pas du tout. Je ne pense pas que ce soit ça. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, dans une interview, ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose d'original, de nouveau. Ils ne voulaient pas se contenter de recopier ce qui est déjà fait. Donc ils veulent faire apparemment un RPG, effectivement multijoueur, ça c'est important, mais assez narratif aussi, en termes d'action, peut-être solo, et un côté multijoueur. On verra ce qu'ils vont faire, ce sont des anciens, effectivement, qui ont travaillé en particulier sur Call of Duty, mais aussi sur plein d'autres licences. On verra s'ils sont capables de nous proposer quelque chose de très original. Donc on voit clairement la stratégie de Sony qui veut renforcer les jeux-services, qui veut renforcer le multijoueur, tout ce qui est FPS, tout ce qui lui manque finalement actuellement, de façon à avoir un panel complet, et bien entendu, en plus, multiplateforme. Je pense qu'ils vont y venir sur le multiplateforme. En tout cas pour les jeux-services, j'en suis persuadé, ça sortira quasiment sur toutes les plateformes en même temps. Les jeux solo, narratif action, AAA, peut-être qu'effectivement ils sortiront au début bien entendu sur console et qu'ils viendront plus tard sur PC. Moi je vous dis 1 an maximum. Vous avez dit non, sûrement pas, ça durera 3-4 ans comme maintenant. On en reparlera. Allez, maintenant je voudrais aborder les rachats. Alors, tout de suite, je vous rassure, je ne suis pas contre le rachat de Bungie, contrairement à certains. Je ne suis pas contre le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Je pense que c'est une bonne chose dans les deux cas. On verra ce qu'ils vont en faire, bien entendu. Ces deux sociétés, ce qu'elles vont faire avec. Mais voilà, il y a d'autres sociétés qui sont peut-être dans le collimateur. On parle beaucoup de Ubisoft. Ubisoft, je vous rappelle, c'est 6,5 milliards de capitalisation. C'est pas si loin de 3,6 de Bungie, par exemple. Ce qui veut dire qu'un GAFA pourrait se le payer sans problème, mais aussi un Disney, et pourquoi pas un Tencent, et beaucoup d'autres. Je vous rappelle que CD Projekt Red, c'est 4,4 milliards de capitalisation. Bien entendu, EA, c'est un peu plus, c'est 37 milliards de capitalisation, mais là aussi, pourquoi pas un Apple, pourquoi pas un Google qui pourrait se payer EA. Et effectivement, la course en avant, ça me dérangerait un petit peu. Déjà parce que
Effectivement, si c'est un GAFA, est-ce qu'ils ont les compétences pour intégrer une grande boîte de jeux? C'est un peu différent de Microsoft, Xbox, c'est un peu différent de PlayStation, c'est un peu différent de Nintendo. Ces trois entreprises connaissent le jeu, ces trois entreprises ont une culture du jeu, ont une expérience du jeu, donc elles peuvent intégrer une nouvelle entreprise. Ce ne sera peut-être pas le cas des autres GAFA qui connaissent quand même moins, qui ont moins la culture du jeu que ces trois entreprises. De plus, bien entendu, je peux être pour le Game Pass par exemple avec plus de jeux dedans, Sony plus de jeux sur la plateforme PS5 par exemple, mais j'aimerais bien aussi un peu de liberté de la part d'autres entreprises. Ubisoft, si elle se fait racheter, il faut savoir par une entreprise américaine par exemple, ou chinoise, eh bien les studios en France pourraient fermer. Et oui, à un moment donné, ça pourrait mal se passer, restructuration, et les studios en France, je vous rappelle c'est une entreprise française, pourraient fermer. Je pense quand même à ça aussi, bien entendu. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut une course infinie au rachat, ou est-ce que bien entendu à un moment donné il faut s'arrêter? Je précise également que pour Microsoft, je dis bien pour Microsoft, aussi également pour Sony, alors sauf si c'est des petits studios, mais je pense qu'il faudrait se calmer également. Bon, Microsoft, ça m'étonnerait qu'il fasse un gros rachat maintenant, parce que, comme je vous ai dit, le FTC l'a en ligne de mire, mais maintenant, selon moi, il faudrait arrêter, parce qu'il faut intégrer les nouveaux studios dans l'écosystème dans lequel ils vont arriver. C'est ça qui est important, de façon à, bien entendu, à communiquer entre studios, de façon à échanger tous les avantages qu'ont chaque studio pour faire les meilleurs jeux possibles, au lieu de racheter tout le temps, il faut sortir maintenant des jeux et des jeux qui soient à la hauteur de nos attentes. Parlons maintenant du State of Play que j'ai vu en différé, puisque j'ai tourné le reste de la vidéo avant d'avoir vu le State of Play. Écoutez, ben c'était pas si mal que ça, Gran Turismo 7, ça a été bien présenté, je trouve personnellement. Bien entendu, on avait plein d'informations déjà, on avait eu plein d'images, plein de trailers sur ce jeu-là, mais effectivement, ils ont quand même bien présenté tous les aspects du jeu, c'est toujours intéressant, j'ai trouvé. Je ne suis pas du tout simulation, je vous l'ai déjà dit, mais écoutez, j'ai quand même trouvé ça assez intéressant. Alors, ils ont présenté les circuits, alors ils ont dit qu'il y avait 34 lieux où il y avait 97 tracés de circuits différents, c'est déjà pas si mal, 400 véhicules, c'est juste énorme. C'est surtout l'aspect culture de l'automobile qui m'a surpris, c'est-à-dire que vraiment ils ont la culture de l'automobile avec les différents véhicules, les anciens véhicules, les véhicules de collection, on peut acheter aussi des véhicules d'occasion, on peut acheter des véhicules neufs bien entendu, comme dans tous les autres jeux de voitures, on peut aussi les adapter, améliorer avec des pièces de rechange. Il y a différents types de courses, bref c'est un jeu vraiment simulationniste, ils ont collaboré d'ailleurs avec des pilotes, ils ont collaboré aussi avec Michelin pour tout ce qui est pneumatique, donc quand même ils poussent au maximum la simulation. La météo en temps réel, c'est important, comme Flight Simulator 2020, vous savez, vous pouvez avoir la météo locale en plus en temps réel, c'est-à-dire que s'il pleut par exemple sur Lyon, eh bien, s'il y a un circuit sur Lyon, vous aurez la pluie dans le circuit dans Gran Turismo 7, visiblement. Bien entendu, la tenue de route va être adaptée en fonction de ça. S'il y a de la pluie, le circuit qui est humide, par exemple. Puis s'il y a du soleil, les flaques d'eau vont rester un certain temps, alors que le reste de la piste va sécher. Je vous ai dit, ils ont poussé très très loin. Il y a également la gestion du jour et de la nuit, avec la lune qui se couche, le soleil qui se lève, etc., etc. Les étoiles, même les planètes sont représentées dans le ciel, c'est pour vous dire. C'est une ode en quelque sorte à l'automobile, c'est ça Gran Turismo, et c'est vrai qu'ils ont respecté ce code-là pour ce 7e opus. Ce qui est intéressant aussi, c'est en multijoueur, il y a un fait qui est intéressant, parce que bien entendu tous les jeux automobiles aujourd'hui sont multijoueurs, mais là ils ont conservé une particularité qui m'a fait extrêmement plaisir. Écran partagé, et oui, écran partagé, ça disparaît de plus en plus dans les jeux, et bien là ils l'ont conservé, c'est très intéressant. Vous pouvez jouer à 2 joueurs, en même temps chez vous, vous savez, avec l'écran partagé, d'autant plus qu'on a des grands téléviseurs aujourd'hui, enfin que les téléviseurs en tout cas en diagonale ont augmenté, donc un écran partagé, c'est toujours marrant de jouer avec quelqu'un de la famille par exemple, en écran partagé. Côté technique, il n'y a pas eu grand chose de nouveau de plus, le ray tracing utilisé que pour le mode photo et dans le garage, mais pour magnifier les voitures, le mode photographique par exemple, c'est assez intéressant, c'était assez marrant puisqu'il y a 2500 lieux où vous pouvez prendre en photo votre voiture, après avoir changé par exemple la peinture, la déco, etc. Bon, c'est un peu plus côté gadget, mais c'est toujours marrant, sinon le ray tracing bien entendu en course n'est visiblement pas utilisé, pourquoi? Eh bien pour une question de performance, parce que bien entendu ce qui est le plus important dans une simulation de voiture surtout, c'est les performances, c'est le nombre de FPS, et c'est surtout bien entendu l'interaction avec les autres joueurs et avec la piste. La DualSense est bien évidemment utilisée, heureusement je dirais quand même, et elle est visiblement très très bien utilisée puisqu'on pourra même sentir l'usure des pneus sur la piste. On verra bien entendu ce que ça va donner. Et ce qui est utilisé aussi, et c'est logique, c'est le Tempest de la PS5 en 3D. On entend bien les sons venir de partout. On entend également la pluie, le contact des pneus sur la piste. Bref, le Tempest est utilisé et c'est bien là l'essentiel. Donc en conclusion, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ils ont présenté un peu tous les aspects du jeu, un petit peu également le visuel à nouveau. Ça permet à chaque joueur de se faire sa propre opinion. Moi personnellement, peut-être que je l'achèterai, c'est pas ma priorité, je vous l'avoue franchement. Je verrai en fonction bien entendu des autres jeux. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.